Nous allons donc reprendre cette deuxième session pour ce matin, donc sur les multi-usages des mesures marégraphiques. Et nous avons l'honneur d'avoir le premier exposé par Guy de La Rochelle sur les déplacements verticaux. Bien, merci Stéphane. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de GNSS et plus spécifiquement d'estimation de déplacements verticaux par l'analyse de mesures de GNSS. Donc les travaux que je vais vous présenter se placent dans le cadre du Service national d'observation. Voilà. Donc les travaux que je vais vous présenter se placent dans le cadre du Service national d'observation SONEL, dont c'est une composante qui vient en soutien, pas la principale, puisque la principale c'est la marégraphie. Alors, quelques éléments de contexte international qui ont motivé les travaux que je vais vous présenter. Tout d'abord, dans le cadre du Programme mondial d'observation du niveau de la mer, qui s'appelle GLOS et qui est sous l'égide de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Lors de leur dernière réunion du groupe d'experts de ce programme, eh bien, il y a eu une action qui a été inscrite pour justement adresser à SONEL de façon à rendre disponible un certain nombre de produits d'autres centres d'analyse dans le monde. Et vous comprendrez lors de mon exposé la motivation qu'il y a derrière. Le deuxième élément de cadrage international qui nous a stimulés, c'est la campagne de réanalyse des mesures GNSS qui a eu lieu entre 2019 et 2021 au sein du service international GNSS, et dont l'une des motivations, c'est la réalisation numérique du repère de référence international qui s'appelle ITRF 2020 et qui est en train de se mettre en place dans la communauté internationale. Alors, un premier schéma pour situer cette contribution. Donc, le GNSS se trouve ici illustré dans le système d'observation qu'on a à la côte, avec la marégraphie d'un côté et l'altimétrie radar embarquée qui se rapproche des côtes. Et on voit que ce complément GNSS va permettre de faire la liaison entre ces deux systèmes d'observation in situ et depuis l'espace. La première, motivation qu'il y a eu dans la communauté, c'était de mesurer les déplacements au marégraphe de façon à corriger ces déplacements et à dégager la contribution climatique liée à la fonte des glaces continentales et à la dilatation thermique des océans. Mais on voit maintenant, avec la trentaine d'années qu'il y a dans les mesures d'altimétrie radar, qu'il y a d'autres applications possibles et qui serait de corriger la mesure d'altimétrie radar embarquée sur satellite de ces mesures GNSS à la côte, de façon à obtenir la quantité d'intérêt pour les études côtières, qui est celle qui est mesurée par les marégraphes, donc en retranchant les deux. Il y a d'autres applications, mais je ne vais pas revenir là-dessus, il y en a même un grand nombre. Bien entendu, la possibilité de calibrer, valider l'un ou l'autre des systèmes d'observation du niveau de la mer, mais également des applications liées à l'unification des références verticales, qui sont aussi bien à terre qu'en mer, liées à un niveau caractéristique du niveau de la mer. Alors, pour illustrer l'importance de ces mouvements verticaux à la côte, j'ai pris un exemple que j'ai l'habitude de prendre, mais que j'ai actualisé. Il se trouve à l'embouchure du fleuve Mississippi, pas loin de la Nouvelle-Orléans, sur le site de Grand Isle. Et si on va dans la Banque mondiale des niveaux moyens mensuels et annuels qui se trouve au Royaume-Uni, le PSMSL, eh bien, on a des produits tels que les tendances sur la période de mesure, ici 1930 à 2020, et on voit que le taux de montée sur cette période-là est de l'ordre de 9 mm par an, autrement dit, entre 2 et 3 fois les chiffres qui ont été annoncés hier par Valérie sur l'échelle globale. Donc à droite, il y a une image reconstruite à partir d'images aériennes du trait de côte au moment où le marégraphe finalement a commencé à observer, 1932. Donc c'est des travaux de la NOAA et de notre collègue Stephen Gill. Et voici ce qu'il a reconstruit pour ce trait de côte 80 ans après. Donc on voit déjà qu'il y a dans le monde des sites qui subissent des taux qu'on prévoit dans les échéances prochaines.
Alors, si on regarde, il se trouve qu'il y a bien entendu, il y a une station GNSS à proximité du marégraphe et l'analyse des mesures donc GNSS de cette station par 2 centres d'analyse, celui de La Rochelle, université, mais aussi un centre d'analyse dont je parlerai tout à l'heure au Nevada, américain. Eh bien, tous les deux s'accordent pour une tendance depuis un peu plus d'une quinzaine d'années de l'ordre de 7,5 mm par an de subsidence. Et effectivement, si on prend cette tendance-là et on la corrige en extrapolant dans le passé, en supposant que ces mouvements sont restés continus et linéaires, eh bien on arrive effectivement à un taux de montée du milieu mer dû aux signaux climatiques de 1,5 mm par an, qui est en accord dans les barres d'erreur avec l'estimation qu'on a à l'échelle globale. Donc on voit déjà l'efficacité que peut avoir cette méthode GNSS. Alors, des collègues américains se sont posé la question, bien entendu, pour comprendre quels sont les processus qui agissent le long de cette côte-là. Et on fait une revue, donc Allison et les collègues en 2016, mais il y a eu des travaux aussi de Colker. Et ici, ce que vous voyez, c'est un petit peu les échelles d'action de différents processus géophysiques sur lesquels on peut avoir des taux de subsidence. Donc c'est ici l'axe des abscisses en millimètres par an. Et pour donner un repère, donc on a ici les 1,5 mm par an dont on parlait tout à l'heure. Et selon ces auteurs, les principaux processus qui dominent sont liés à la compaction de sédiments du fleuve, à l'extraction de fluides pour alimenter la ville de la Nouvelle-Orléans, et également des effets qui peuvent paraître plus modestes, mais qui sont du même ordre de grandeur, qui peuvent être du même ordre de grandeur, qui sont le poids des sédiments sur la lithosphère. Donc ça aussi, c'est les 3 facteurs qui sont avancés. Mais il y a d'autres processus, l'ajustement glacio-isostatique, bon là il est assez négligeable, ou des phénomènes de subsidence liés à des effets tectoniques. Alors, pour une nouvelle preuve, s'il en faut, de l'efficacité, de la performance du GNSS à l'échelle globale. Donc, j'ai pris ici des travaux d'une équipe australienne et chinoise publiés l'an dernier, où ils ont analysé des marégraphes à l'échelle mondiale, donc près de 180 marégraphes. Et je vais vous montrer une des figures que j'ai trouvées intéressantes pour illustrer le propos d'aujourd'hui. Alors, je vais rapidement la commenter. Donc, en abscisse, on a l'identifiant du marégraphe. Donc, comme je disais, il y en a un peu plus de 170. Et on va se concentrer sur le panneau du haut. Donc, c'est des vitesses, des taux en millimètres par an. Et on va regarder celui-là. Donc, ils ont rangé ces stations marégraphiques selon des régions. Et ce que vous avez en rouge, c'est la valeur estimée du taux de montée ou des descentes du niveau de la mer localement, observé par le marégraphe, avec les barres d'erreur qui sont là au niveau de 90%. Et ce que vous avez en bleu, c'est ce qu'explique une des projections de l'IPCC, du GIEC. Donc à l'époque, ce qui était disponible, c'était le 5e rapport, avec un scénario. Donc dans l'article, vous trouverez l'argument pour choisir ce scénario-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ici, on voit en bleu donc quelle est la composante climatique expliquée par nos connaissances synthétisées dans le GIEC. Juste en dessous, donc, on a la différence entre les deux, donc ce qui reste, et on voit que ici dans l'histogramme, c'est assez dispersé, c'est près de 4 mm par an de dispersion, donc de variabilité de ces tendances-là à l'échelle spatiale. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est cette partie-là, en grisé, dans lesquelles les projections du GIEC sont les mêmes dans les 3 panneaux, mais en rouge, on a ces mêmes tendances qui ont été corrigées avec les estimations de déplacement liées en partie grâce au GNSS. Alors pas complètement, mais j'y reviens dans un instant. Et ce qu'on observe, donc, c'est que la dispersion qu'on avait ici sans correction de cet effet-là, eh bien, ici, elle est fortement réduite d'un facteur 2. Alors, je ne commente pas trop le 3e. En fait, ils ont essayé de réduire encore, d'essayer d'expliquer. Et ils ont introduit ici, dans cette 3e phase, les indices climatiques qui siègent
dans les différents bassins. Donc ils ont fait une régression multivariée. Et là, c'est un peu plus modeste qui gagne en explication. On est à 1,7 mm par an, pour ceux qui ne voient pas au fond. Alors la principale limite qu'ils ont rencontrée, donc ils ont exploité la solution de La Rochelle Université. Alors c'était pas la dernière dont j'ai parlé au tout début dans le contexte international, c'est la deuxième campagne de réanalyse des mesures qu'avait conduit l'IGS entre 2013 et 2015. Et donc c'est ce qui était disponible. Et la principale limite, c'est qu'en fait, ils n'ont trouvé des estimations liées au GNSS que sur 103 sites des 177 qu'ils considéraient. Et puis pour les autres, ils ont adopté une autre approche, un peu indirecte et moins performante. Éventuellement, j'en dirai quelques mots s'il y a des questions. Mais depuis, en fait, donc, on voit que la principale limite, c'est que des gens déploient des stations, qui les laissent sur la durée, de façon à ce que les groupes qui sont un peu experts dans l'analyse de ces mesures puissent les traiter. Donc c'est la principale limite. Et ensuite, si c'est disponible, eh bien, qu'il y ait des groupes qui aient les ressources pour les analyser. Et là, selon la stratégie d'analyse qu'on va avoir, eh bien, on va avoir la capacité ou pas d'avoir un volume de stations à traiter. Donc ici, donc en 2018, donc il y a les Américains, conduits par l'équipe de Jeff Blewitt au Nevada Geodetic Laboratory, qui ont mis en place une chaîne de traitement massive basée sur une stratégie particulière qui est un peu moins gourmande que celle qu'on utilise à La Rochelle Université. Et de cette manière-là, ils traitent une quantité phénoménale de stations. C'est plus de 20 000 aujourd'hui qu'ils traitent. Donc d'où vous voyez la motivation au sein du groupe d'experts du programme mondial GLOS, c'est de considérer d'autres solutions. Et finalement, vous allez voir, il y a d'autres arguments qui militent pour avoir un panel plus large de solutions disponibles de ces mesures GNSS. Alors, oui, simplement pour dire, donc, la preuve de la performance du GNSS, eh bien, elle a été établie il y a une quinzaine d'années. C'était les premiers travaux publiés viennent de notre laboratoire, et c'est ce qui explique que le programme mondial GLOS s'est tourné vers notre équipe pour jouer le rôle de Global Data Center sur les mesures GNSS au marégraphe. Donc on a ce rôle-là au sein de Sonel, alors qu'initialement c'était un rôle sur le territoire français. Donc là on a un rôle international sur cette composante-là. Alors, quelques mots sur comment fonctionne la composante GNSS de Sonel. Eh bien, on collecte aujourd'hui plus d'1 millier de stations dans le monde, proches ou sur un marégraphe. Et les lieux d'où on collecte ces observations sont très variés. Ça peut être des organismes internationaux comme l'IGS, qui, eux, collectent quelques centaines de stations, 400 si ma mémoire est bonne. Et puis après, il y a des densifications au niveau continental. Donc là, j'ai juste mis à titre d'exemple EUREF pour l'Europe, CIRGAS pour l'Amérique du Sud. Et après, bien sûr, on va chercher au niveau des pays, donc RENAG et l'IGN côté français. Mais après, on peut aller même au niveau d'associations ou d'entreprises privées, comme ici au Pays Basque. Donc je l'ai illustré à STI Technalia. Donc on collecte aujourd'hui on a dans nos archives plus de 6 millions de fichiers journaliers de mesures brutes GNSS qui sont dans un format indépendant du constructeur, ce qu'on appelle le RINEX, Receiver Independent Exchange Format. Et on les met à disposition de tous les utilisateurs. Mais bien sûr, on n'est pas dupe. Il y a assez peu de groupes dans le monde qui ont un savoir-faire méthodologique pointu pour arriver aux performances dont on a besoin sur les applications que j'ai évoquées en introduction. Donc initialement, au sein de l'IGS, il y avait un groupe pilote qui est devenu un groupe de travail qui s'appelle TIGA pour Tie Gauge. Donc c'est la désignation d'un marégraphe en anglais. Et il y avait 5 groupes. Donc là, il y en a 4 qui perdurent aujourd'hui. Donc 2 groupes allemands, un luxembourgeois, La Rochelle Université. Et en fait, pendant assez longtemps, la seule solution qui finalement était disponible, c'était celle de La Rochelle Université. Mais donc depuis quelques années, donc j'ai parlé de la solution du Nevada. Mais au sein de l'IGS, il y a d'autres groupes, et en particulier le JPL de la NASA, qui, avec des échanges qu'on a pu avoir avec eux, étaient volontaires pour contribuer à cette dynamique-là.
Alors, une fois que ces centres d'analyse ont réalisé l'analyse des mesures et nous proposent des séries temporelles de position typiquement journalières et éventuellement des vitesses sur la durée, s'il est suffisamment longue, eh bien, Sonel diffuse ses produits aux utilisateurs. Et c'était l'action qui nous avait été recommandée en 2019, c'est de proposer des solutions au plus haut niveau qui soient disponibles et les plus nombreuses possibles. Alors, donc sur Sonel, si vous allez sur Sonel, dans la page d'accueil, il y a une icône sur les déplacements verticaux. Et si vous cliquez dessus, vous arrivez à la page qui est ici et vous pouvez sélectionner le groupe dont vous souhaitez explorer la solution. Donc ici, je me suis mis par défaut sur le Nevada, puisque, comme je disais, il traite une quantité, un volume très très important de stations. Donc plus d'un millier de stations sont ici. Et oui, simplement, vous voyez des stations qui sont à l'intérieur des terres, et c'était simplement pour mentionner que tout ce qu'on fait, eh bien, il faut le mettre dans un cadre de référence international, l'européen international, et il nous faut des stations de très grande qualité pour faire cet alignement, cette mise en référence. Alors, bon, je passe assez rapidement. Hein, si vous allez sur ce que propose le GPL, donc c'est le sous-ensemble. Donc c'est la solution qui était disponible au moment où on les a contactés, qu'on met à jour, mais ils n'ont pas encore une stratégie dédiée aux marégraphes. Donc elle va probablement évoluer, mais là c'est ce qu'on avait de disponible dans les 2000 stations qu'ils traitent. Et le sous-ensemble qui se trouve au marégraphe, il est un peu plus modeste, 366 stations. Voilà, parce que les objectifs du JPL, c'est l'orbitographie des satellites, hein, c'est le spatial. Donc là, ça peut évoluer. Donc ils ont contribué à cette campagne de réanalyse, comme ils l'ont fait depuis l'origine de ce service international IGS. Et les Allemands du JFZ à Potsdam, eh bien voilà, leur solution dans la seconde réanalyse qui s'est tenue entre 2013 et 2015, pour la troisième, eh bien, on est en cours le travail est en cours de mise à disposition de leur série temporelle et de leur vitesse. Donc ça va se faire dans les semaines qui viennent. Et puis finalement, la solution de La Rochelle, la voilà. Alors comment ils s'intercomparent? Puisque c'était, à partir du moment où on met à disposition différents produits, c'est intéressant de regarder quel est le niveau d'accord. Donc je vais vous montrer ça. D'abord, La Rochelle Université avec la NASA. Donc voilà un scatter plot, on a quelques 250 stations en commun. Et l'écart moyen quadratique, comme vous pouvez le voir, il est de près de 0,6 mm par an. Donc vous avez aussi l'histogramme de ces écarts de vitesse sur ces stations communes. Et ce qu'on voit, c'est que la médiane, même la moyenne, se situe à 0,1 mm par an, ce qui nous indique que la mise en référence dont je parlais tout à l'heure s'est faite assez correctement. Et la barre d'erreur, je veux dire, l'écart qu'on voit là est dans la barre d'erreur de ce qu'on sait faire en termes d'alignement et même de réalisation numérique d'un repère international terrestre. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que dans cette troisième campagne de réanalyse des mesures, eh bien, on a quand même fait des progrès puisque l'écart qu'on observait donc en 2015 était plutôt de 1 mm par an avec les produits du GPL dont on avait accès. Donc on a une diminution de cet écart parce que les stratégies d'analyse convergent. On est plus d'accord sur un certain nombre de modèles, de corrections, de phénomènes. Et j'ai mis ici deux histogrammes qui correspondent aux histogrammes des estimations des vitesses par station. Donc c'est l'histogramme de ces incertitudes. Et on voit que l'ordre de grandeur de la valeur médiane de ces incertitudes sur les stations ici communes est comparable. Donc il y a des stations, il ne faut pas se dire que toutes les stations ont cette qualité-là. Il y a des effets de locaux, de longueur de série temporelle. Bon, là on pourra échanger là-dessus aussi. Mais il ne faut pas penser que toutes les stations donnent des résultats aussi bons. Alors sur le NGL, donc le même type de diagramme, là l'accord il est légèrement moins bon, il est au niveau de 0,67 mm par an. Et l'histogramme des différences, comme vous voyez, encore une fois, l'alignement, il est fait dans l'état de l'art, disons, des incertitudes de ce type d'activité. Et là aussi, on a pu regarder avec la solution de La Rochelle avant la campagne de réanalyse, et on a fait des progrès, peut-être un peu plus modestes que tout à l'heure, mais il y a un plus grand nombre de stations qui interviennent dans ce chiffre, dans cette statistique. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, l'évaluation de l'incertitude de leur vitesse par le Nevada est un peu plus pessimiste. Et ça tient à la méthode, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, non paramétrique que j'utilise pour évaluer cette incertitude.
Alors enfin, les deux groupes américains, le JPL et le NGL, voilà le niveau d'accord. Il est moins bon entre les deux. On voit aussi l'écart sur le nombre de points qui sont communs, 400, un peu plus de 400. Et là, c'est même un peu mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, ils utilisent le même logiciel dans une des étapes dont je vais détailler dans un instant. Donc c'est le même logiciel, c'est donc les mêmes modèles, corrections qu'il va y avoir. Donc c'est un petit peu surprenant d'avoir un tel écart. Alors, deux mots justement sur ce qui peut expliquer ces écarts entre les différents groupes d'analyse. D'abord, il faut savoir que la mesure GNSS n'est pas une mesure de position. Ce qu'on mesure, c'est des délais de propagation de signaux électromagnétiques qui sont envoyés par les satellites et enregistrés au niveau des stations au sol. Et que derrière, eh bien, il faut une modélisation des différents effets, des orbites des satellites, de la propagation dans les différentes couches de l'atmosphère, éventuellement des effets locaux. Donc tout ça, ça nécessite, c'est ce que fait GPCX, le logiciel qu'utilise le NGL et le JPL. Et après, il y a, une fois qu'on obtient une position journalière, c'est cette mise en référence que j'ai soulignée dans une autre couleur ici, et qui a son importance. Donc même si on a le même logiciel qui permet finalement de faire les traitements, il y a des choix au niveau des analystes, et au niveau de l'état de connaissance aujourd'hui, ces choix entraînent ces petites différences. Alors il y a une deuxième étape très importante, c'est une fois qu'on a les séries temporelles, eh bien, comment on va extraire ces vitesses. Et là, c'est une modélisation en série temporelle avec un choix souvent d'analystes sur certains effets qu'on voit dans les séries temporelles GNSS de discontinuité de position ou de vitesse qui peuvent venir, comme Mathieu Jansou l'a montré tout à l'heure, à un événement géophysique, ou alors ça peut venir d'un changement d'équipement, d'antenne, de récepteurs, voire même de connectiques, de câbles. On voit des effets de saut. Et là, il y a un regard d'expert sur ces séries temporelles. Et puis, le fait qu'on introduit ou pas certains phénomènes transitoires. J'ai vu tout à l'heure dans le slide de Mathieu Jansou, c'était, je crois, extrait de la solution NGL. Et effectivement, leur stratégie ne permet pas une finesse pour avoir cette relaxation sismique qui permettrait d'avoir une meilleure estimation de la vitesse sous-jacente. Donc on voit que dans cette deuxième étape, eh bien, il y a aussi des choix qui sont faits au niveau des analystes sur les différents paramètres. Alors il y a des méthodes paramétriques et des méthodes non paramétriques qui vont entraîner des différences. Donc voilà, ça c'est très important à garder à l'esprit. Et pour aller un peu plus dans le détail, puisqu'on est à Brest, une étude de cas qui moi m'intéresse depuis plusieurs années, c'est celle de Brest et de Newlyn. Donc deux stations qui sont séparées de 200 km de part et d'autre. Et en fait, ce qui m'a titillé il y a quelques années, c'était une publication de Bruce Douglas en 2008 qui analysait ces deux séries temporelles et qui émettait l'hypothèse d'une perte de la continuité de la référence du marégraphe et qui expliquerait le fait qu'on a une différence de tendance de 1,3 mm à Brest et de 1,7 mm par an à Newlyn. Donc il considère cette différence significative alors qu'elle ne devrait pas avoir lieu liée au phénomène climatique. Et donc lui, il a conclu il y a probablement un souci dans la continuité. Donc on a, avec Nicolas Pouvron, on avait travaillé là-dessus et on a montré qu'en fait, avec la même méthode où il avait souligné cette différence-là et en utilisant Saint-Malo, eh bien on ne voyait pas cet écart significatif entre les deux séries qui sont de part et d'autre de la discontinuité. Et j'ai vu avec plaisir les travaux d'Alexa. Et l'important de ces travaux, c'est que Saint-Nazaire aussi nous indique qu'il n'y a pas effectivement ce biais qu'il y a avant. Est-ce que ça vient de Newlyn ? Bon, la question est restée ouverte et ce que je voulais illustrer ici, bon déjà, j'ai commencé simplement par reproduire ce que Bruce Douglas avait produit il y a quelques années en utilisant la même période, donc c'est sur le XXe siècle, sans considérer le XIXe, qui est disponible à Brest mais pas à Newlyn. Et au bar d'erreur près, je reproduis ces séries temporelles, les tendances observées par ces marégraphes, comme vous pouvez le voir ici. Donc pour expliquer les 0,4 mm par an, une hypothèse qu'on avait considérée il y a quelques années, mais on va voir ici, c'est si Newlyn subsidait de 0,4 mm par an, eh bien effectivement, il y aurait une tendance relative du lunaire qui serait plus importante, de 1,8 mm par an. Alors après, ça peut être une subsidence d'un certain taux à Newlyn, mais plus petite qu'à Brest. Alors j'ai commencé à regarder simplement, maintenant qu'on a à disposition différentes solutions de qualité, j'ai commencé par celle de la NASA.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette solution-là, sur ces deux stations? Eh bien, effectivement, on a un taux de subsidence annuline qui est un petit peu qui vient conforter l'hypothèse, mais comme vous pouvez le voir, à Brest, c'est un taux de subsidence plus important qu'ils estiment, et en fait, on aggrave l'écart au lieu de le réduire. Alors bon, puisqu'on a plusieurs solutions, allons voir ce que font les autres Américains avec le même logiciel, mais une stratégie d'analyse en série temporelle différente. Et on voit qu'effectivement, ils confirment la subsidence importante à Brest, mais en revanche, comme vous pouvez voir, à Nulin, ils trouvent une subsidence qui est comparable. Alors allons voir maintenant la solution de l'Université La Rochelle. Et là, à l'Université La Rochelle, on a une tendance à Brest beaucoup plus modeste. Et par contre, à Nulin, effectivement, on a à peu près ce qu'on attend et qui est en accord aussi avec le GPL. Donc vous voyez qu'il y a une variété de solutions sur des cas qui sont peut-être un peu problématiques. Alors je suis allé voir, pour les soucis de la présentation, les collègues qui n'ont pas encore complètement soumis leurs solutions, les Allemands. Donc c'est un accord, voilà, ça confirmer un petit peu quelques résultats. Et puis, il y a un groupe de l'Association internationale de géodésie qui essaie de rassembler toutes les solutions qui sont disponibles de tous les groupes dans le monde. Et voilà, ils arrivent à ce taux d'estimation. Alors bon, je suis allé voir aussi Strasbourg, vous voyez. Et simplement une synthèse sur cette station en particulier. On voit que les barres d'erreur ici sont à 90%. Eh bien, on a des estimations qui sont pas compatibles sur ces barres d'erreur. Alors Brest, bon, il y a d'autres cas qui sont comme celui-ci, mais dans la majorité des cas, on a un consensus dans les 3 principaux centres d'analyse. Donc simplement pour conclure, je ne sais pas si j'ai pas... bon voilà, c'est... D'abord, je pense que dans la communauté du niveau la mer, il y a de plus en plus une conscience qu'un GPS ne mesure pas des positions, qu'il y a 2 phases à minima, voire d'autres que j'ai un peu occultées, dont j'ai mentionné tout à l'heure, et qui peuvent entraîner des différences, même si on utilise l'état des connaissances dans les stratégies de mesure de ces constellations. Donc un élément qui avait été souligné hier par Jonathan Chenal et sur lequel je reviens, c'est quand même que la position 3D nécessite un cadre qui est nécessairement abstrait. On ne dessine pas des systèmes d'axes sur Terre. Donc il y a toute une procédure, c'est pas simple et que lui-même peut avoir des incertitudes. Donc ce que j'ai souligné ici, c'est qu'on a répondu finalement à la demande du programme mondial d'observation du milieu de la mer. Vous voyez un petit peu les motivations qu'il y a derrière. Et bon, je ne rentrerai pas dans les détails des différences, d'où peuvent venir ces différences-là. Simplement, les premiers retours qu'on a eus, dès qu'on a eu les 3 premières solutions américaines qui sont venues dès le début de 2020, eh bien, ça, c'était un retour d'un utilisateur du Royaume-Uni, du NOC, le National Oceanographic Center. Alors, j'ai traduit ce qu'il nous écrivait. Il écrivait « Disposer de plusieurs solutions est très utile, car cela permet de se faire une idée de la cohérence et robustesse des estimations GPS en chaque site d'intérêt pour lui. » Donc voilà, on était avec Médéric satisfait de voir des retours aussi rapides d'utilisateurs de ces produits-là. Alors, on a tout un tas de perspectives, parce qu'on a des limitations à l'Université de La Rochelle. Et donc voilà, on se pose la question d'apporter un service supplémentaire que simplement mettre à disposition ces produits-là, faire des intercomparaisons, les rendre disponibles, voire imaginer une combinaison. Et puis, bon, il y a d'autres points qu'on pourrait explorer sur ces déplacements verticaux à la côte. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions... Merci beaucoup, Guy. Désolé d'avoir dû te presser. Alors, est-ce que nous avons une question dans la salle? Oui, oh là. Alors, merci, Guy. Et moi, j'avais une question sur l'importance du repère de référence, enfin, du passage d'un ITRF à l'autre. Bon, à la fois sur des reconstructions de tendances sur les margraphes individuels, une fois corrigé du GNSS, et aussi sur les reconstructions globales. Est-ce que quelle est l'influence Alors, j'ai pas étudié cette question du repère lui-même. En tout cas, le fait d'incorporer des vitesses de déplacement sur les reconstructions, ça a un rôle, avec Martin Marcos, des collègues américains et allemands. On avait proposé une reconstruction qui prenait en compte ces déplacements-là en 2019 et puis qui a été reprise. Et on voit de plus en plus de groupes sont sensibles à ça.
Après l'impact du repère, donc il y a les travaux d'Alvaro Santamaria Gomez qui a fait sur l'impact à l'échelle globale. Donc il se situe à la fraction quelques 0,2, 0,3 mm par an, si ma mémoire est bonne. Au niveau régional, ça peut être plus important. C'était plutôt plus, quoi, 0,7, 0,8, là je me souviens plus trop, au niveau de si on considérait juste une région. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, donc le fait qu'on ait des réalisations numériques à intervalles réguliers, typiquement tous les 5-7 ans, c'est parce que les méthodes, les connaissances progressent en géodésie spatiale et les séries aussi s'allongent. Et on a un besoin de réajuster. Et depuis quelques réalisations, on voit que il y a une certaine stabilité, on n'arrive pas à gagner ce dont tu parlais hier, c'est-à-dire atteindre les 0,2 mm par an. Et donc on comptait beaucoup sur ces missions spatiales qui réunissent les 4 techniques qui permettent de réaliser ces repères, parce que le GNSS n'est qu'une de ces 4 techniques. Et c'est un peu dépité qu'on a vu dans la communauté que ces missions, ni du côté américain, ni côté européen, n'ont encore vu le jour. Mais je pense que pour faire ce saut-là, on voit que les autres techniques, il y a des limites. On n'arrive pas à les dépasser. Le laser, pour la fixation de l'origine de ce repère, on voit qu'il se dégrade et qu'il n'y a pas une volonté réellement pour équilibrer ou rééquilibrer ce réseau. Donc la solution est peut-être dans l'espace à nouveau. Thomas Donald, IGN. Merci Guy pour ta présentation. Alors moi, ce n'est pas forcément une question, c'est plutôt une remarque, éventuellement avoir ton avis. Si on regarde toutes les solutions donc, disponibles sur Sonel et même des solutions autres, on voit une tendance générale du littoral français sur la subsidence, enfin du littoral métropolitain. Et même si tu regardes des solutions qui intègrent des stations dans les terres et des produits INSAR, on voit en fait, toute la métropole est en subsidence, à part les Alpes. Est-ce que tu confirmes cette tendance Alors oui, comme toi, je ne peux faire que constater. Voilà. Effectivement, qu'il y a des taux de subsidence. Et on se pose beaucoup de questions sur, même s'il y a des progrès considérables qui sont faits régulièrement dans la communauté GNSS, on se pose quand même les questions qui ont été soulevées par Jonathan Chenal à l'instant. C'est la question de la réalisation numérique de ce repère, parce qu'on emploie toutes les connaissances et toutes les mesures dont on a à disposition, mais on n'a rien pour nous dire qu'est-ce que ça vaut réellement. Et si on imagine effectivement un repère dont le géocentre est en train de migrer vers le nord, ça peut créer un effet artificiel de subsidence. Et c'est une des raisons pour laquelle, avec Jonathan, tout est un petit peu courant, on milite pour d'autres techniques qui peuvent nous apporter de l'information sur ces déplacements verticaux, qui ne sont pas aisés, qui sont complexes. C'est la gravimétrie, la mesure de l'intensité du champ de pesanteur. Mais voilà, donc ça permettait peut-être de nous apporter une information sur la validité de ce cadre de référence, quoi. Et en France, on fait des mesures de gravimétrie absolue à Brest et on essaye de le faire aussi à Marseille puisque c'est un observatoire très important. Mais on voit que 2 gravimètres en France, c'est compliqué. Il faudrait déployer d'autres stratégies, d'autres moyens, je pense, sur la gravimétrie. Mais bon, ça reste très intéressant. Mais je confirme, oui. J'observe comme toi. Mais c'est ténu, hein, ça reste faible comme subsidence. Ouais. Pardon, Pierre Prandy, CLS. Donc, moi, je suis même placé du point de vue de la validation de l'altimétrie par satellite. Aujourd'hui, on compare aux marégraphes pour vérifier la stabilité long terme du système. Et c'est vrai que les mouvements verticaux la référence des marégraphes, c'est une incertitude importante dans cette comparaison. Donc, effectivement, je trouve que, je voudrais aller dans le sens de nos collègues du NOC, du coup, que c'est effectivement très utile. Je pense qu'il est aussi appuyé ces perspectives. Donc, du coup, effectivement, ça demande quand même une expertise sur les séries temporelles et les traitements, de savoir si, à tel site, on a confiance dans le fait que la vitesse verticale, c'est bien linéaire ou si c'est soumis à des événements extrêmes, comme on a pu le voir à Mayotte, là. Et aussi sur ces approches combinées INSAR, on a des cas qui montrent qu'il peut y avoir des gros gradients de vitesse verticale et que en cas de non-colocalisation exacte, donc ça se fait au niveau européen maintenant, je pense qu'il y a un service CEMEMS de suivi des mouvements verticaux par INSAR, mais on a vraiment besoin de ces informations-là,
notamment parce que les contraintes sur la stabilité du système altimétrique deviennent de plus en plus fortes, et aujourd'hui on n'est pas capable de les vérifier. Merci pour le commentaire, Pierre. Oui, je vais être obligé de te couper la parole, Guy. Je suis désolé, mais on accumule un petit peu de retard là, donc merci. Merci pour le commentaire, effectivement.